c'est Émilie Jacquard de l'Université de Lausanne, faculté des sciences sociales et politiques, juste à côté, qui nous évoque le cas de Villars-sur-Olon. Je vous laisse la parole. Alors avant que la présentation apparaisse à l'écran, c'était pour vous dire que effectivement peut-être la présentation qu'on a eue précédemment met un petit peu dans le bain, parce que quand j'ai eu les premières présentations du matin, je me suis dit peut-être que c'est un peu hors contexte. Donc en fait, je vais plutôt m'intéresser à un côté plus micro, en fait, avec vraiment une étiquette de cas ciblée d'une station qui rentre dans la même problématique que beaucoup d'autres stations qu'on a citées précédemment, les problématiques de changement climatique, mais également d'autres problématiques qui viennent à devoir réfléchir un peu comment est-ce que toutes les parties prenantes, parce que les parties prenantes sont nombreuses au cœur des stations, qu'elles soient privées, publiques, associatives, comment toutes ces parties prenantes peuvent s'organiser pour réorganiser et rediriger ou mettre un autre axe stratégique dans la station et dans leur politique pour développer un autre tourisme peut-être, ou un tourisme parallèle à ce tourisme hivernal qui est un peu en phase décroissante. Donc nous, on va parler plutôt de la gouvernance, mais au niveau des stations de montagne, de moyenne montagne, avec le cas de Villars-sur-Olon. Donc alors, comment on fait pour aller en avant ? Voilà. Donc brièvement, on a parlé des problématiques du tourisme par rapport au changement climatique en hiver, mais on se rend aussi compte qu'il y a aussi d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. Les gens ont envie de faire autre chose, n'ont plus forcément envie de faire que du ski l'hiver. Ils ont aussi peut-être intérêt à venir à la montagne aussi l'été, mais il n'y a pas toujours toute l'offre touristique qui suit dans les stations. Des fois, les stations ont tendance à se dire on va à fond dans le ski parce qu'on a encore un peu de neige. Peut-être c'est le cas de Villars, parce que Villars est une station quand même de moyenne montagne, mais qui a maintenant pas mal de possibilités pour faire de la neige artificielle. Ils ont quand même eu des moyens pour mettre en place ces dispositifs-là. Mais même avec ça, ils se sont bien rendus compte qu'il fallait un peu se diversifier pour pouvoir pallier à la fois au manque de neige, mais aussi à la fois à la demande des gens. Peut-être que les gens veulent faire autre chose. Donc moi je m'intéresse, parce que j'ai juste pas dit ça au départ, mais je suis l'Institut des sciences du sport de l'Université de Lausanne, donc dans la faculté des SSP. Donc je m'intéresse plus spécifiquement au tourisme sportif dans le cadre de ma thèse. Et ma thèse ne porte pas seulement sur l'étude de cas de Villars, mais j'ai choisi ce cas en lien avec les Alpes vaudoises. Donc je travaille aussi sur des cas de moyenne montagne en France et d'autres en Suisse. Donc, comme j'ai dit, les parties prenantes sont diverses, et du coup, les modes de gouvernance qui gèrent et qui coordonnent toutes ces parties prenantes sont aussi un peu aléatoires et pas toujours très coordonnés. Donc, aussi, par rapport au positionnement, on a dit les stations de montagne, à la base, c'est quoi ? C'est des stations de ski. Donc, c'est déjà l'idée première de se dire qu'une station, elle doit déjà évoluer au niveau de son positionnement, de se dire, on est... Par exemple, pour le cas de Villars, on parle souvent avec les gens, on a discuté avec pas mal de monde et les personnes nous ont dit on est positionné ski en premier, mais famille et famille chic. Quand moi j'ai été skier à Villars, peut-être plus depuis les Diablerets que depuis le Villars même et tout, je me suis dit ça change quand même de Gstad ou de Verbier dans la station chic. Mais c'est un positionnement qui a été défini. Mais ils se rendent compte qu'il faut un peu évoluer, peut-être changer le positionnement et peut-être aussi changer les personnes que l'on vise dans notre offre à la fois touristique, sportive et touristique autre aussi. Donc on se rend compte que ce positionnement stratégique il peut évoluer et aussi être dirigé par une gouvernance qui doit être forte. Donc toutes les parties prenantes doivent être fortes pour changer ce positionnement ou diriger ce positionnement dans la direction qu'ils veulent. Donc la problématique de ce cas, c'est comment repenser une nouvelle forme de gouvernance pour élaborer à la fois une politique sportive, mais aussi, on verra, événementielle, sportive ou non, sur un territoire qui est soumis à des enjeux spécifiques. Villars a encore quelques enjeux qui lui sont propres, par exemple avec, on voyait les centres de soins, et Villars est passablement connu pour ses écoles privées, qui sont là historiquement depuis longtemps et qui ont quand même une capacité de financement déjà pour elles-mêmes, mais peut-être de pouvoir collaborer avec ces gens-là pour pouvoir
mettre en avant ou construire des infrastructures sur la commune. Donc déjà, 3 concepts, j'ai pris au raccourci, donc 3 concepts théoriques qu'on utilise. Déjà, qu'est-ce que c'est une station? Donc c'est vraiment un lieu où des tourismes et des opérateurs touristiques se rencontrent. C'est beaucoup de concurrence au niveau des stations actuellement, que ce soit en Suisse ou avec la France. On s'est bien rendu compte qu'avec les problématiques monétaires entre l'euro et le franc suisse, les stations suisses avaient quand même un peu plus de peine d'attirer des clients français ou d'autres pays de l'Union européenne. Donc c'est aussi une manière d'être compétitif. Donc des stations comme par exemple Verrier, peut-être les Diablerets avec son glacier, arrivent à être compétitifs en ayant des stations de ski, justement des possibilités de ski en hiver avec de la neige assurée. D'autres stations ne le peuvent pas, donc c'est comment être au travers de l'offre sportive et événementielle et aussi de loisirs sportifs, comment être compétitif dans cet environnement-là. C'est au travers de la politique publique sportive qu'on va pouvoir aussi amener cette offre touristique sportive. Parce qu'il ne faut pas oublier, dans une station de ski, une station comme le cas de Villars, vous avez une station qui a des habitants auxquels on doit proposer une certaine offre sportive, et on a toutes les personnes qui viennent de l'extérieur qui doivent aussi en bénéficier. Et ce n'est pas toujours simple de coordonner à la fois d'être d'accord avec les personnes qui y habitent, donc de pouvoir proposer quelque chose de cohérent pour les personnes qui y habitent, et aussi cohérent pour attirer des personnes qui vont venir dépenser de l'argent dans la station, des touristes. Donc qu'est-ce que la gouvernance des stations de montagne? C'est un processus commun de développement, c'est une pluralité d'acteurs et de positions d'acteurs aussi. Et c'est ça, cette problématique-là souvent, c'est que chacun campe un peu sur ses positions. Ils sont forts économiquement, par exemple les responsables des remontées mécaniques, d'autres sont un petit peu plus faibles, et du coup, comment arriver à gérer et coordonner toutes ces parties prenantes autour d'une même idée, autour de même axe stratégique. C'est aussi une répartition du coup asymétrique des ressources propres, chacun a son pouvoir, économique ou non, le pouvoir aussi de la municipalité au niveau des décisions et des financements, mais aussi, bien évidemment, quand on est une grosse école de Suisse de ski, par exemple, comme l'école de Villars, on a un poids économique considérable, aussi un nombre d'emplois qu'on amène au cœur de la station, et on doit faire partie aussi des décisions. On peut ou on doit faire partie des décisions. Donc le but de cette analyse est d'étudier les implications des acteurs du système et de saisir l'évolution des processus de décision. Donc voilà en bref le cadre d'analyse. Donc dans un premier temps, on a fait une cartographie des acteurs pour savoir qui, où et comment s'organisent les acteurs, quel poids économique de chacun il y a au cœur de cette station, mais aussi par rapport au réseau, donc quel lien est-ce qu'il y a entre les... Je ne sais pas si vous voyez bien les mots, mais il y a pouvoir, réseau, savoir, statut et capitaux financiers. Dans un deuxième temps, on a étudié les modalités de coopération justement entre ces parties prenantes. Donc il y a des partenariats stratégiques, des partenariats institutionnels et des partenariats par projet. Par exemple, un événement qu'on organise ponctuellement et qu'on met des partenariats, des personnes ensemble pour coopérer, pour amener un événement. Ensuite, on s'est intéressé, c'est un 3 et pas un 4, aux conséquences sur la construction et la mise en œuvre de la politique. Donc que ce soit au niveau des équipements, de la pratique, donc de l'offre sportive, mais également de l'événementiel. Bien sûr, avec un pour but, au final, c'est quand même une certaine attractivité de la station. Donc ça, c'est une partie on ne s'est pas pour l'instant intéressé, peut-être un jour, mais sur vraiment les conséquences sur la population locale et les conséquences sur l'attractivité touristique. Donc en bref, l'étude de cas, donc Villars, c'est spécial d'une certaine manière parce que ça fait partie de la commune d'Olon. Olon est situé en bas et Villars est situé en haut, avec 800 mètres d'altitude de différence. Donc on se rend bien compte que déjà là, la politique sportive, quand on parle de politique sportive d'Olon, parce que c'est la municipalité qui va gérer à la fois Villars et Olon, c'est la même. Nous sommes dans la commune d'Olon.
Donc les personnes avec qui nous avons eu des entretiens, par exemple le syndic de la commune, c'est le syndic de la commune d'Olon, qui doit aussi prendre en compte les besoins d'une de ces localités qui est Villars-sur-Olon. Donc on se rend bien compte que déjà là, c'est peut-être un cas très spécifique, mais c'est souvent le cas aussi dans des grandes stations qui ont un grand village, qui ont d'autres personnes qui ne vivent pas uniquement du tourisme. Donc on a, comme j'ai dit, 5 écoles privées, on a un positionnement famille à ambition haut de gamme, mais qui n'a pas toujours beaucoup de cohérence avec les politiques en place, les infrastructures et les événements également. Donc au niveau des sports et des loisirs, on a un domaine skiable qui est fusionné avec Grillon, la commune voisine, donc le domaine skiable de Villars-Grillon, qui a accès avec un téléski au Diableret, et un golf 18 trous, c'est non négligeable, c'est un des seuls golfs aussi haut en altitude, une piscine en rénovation, patinoire, etc. Donc les résultats, on s'est rendu compte que donc, au départ, on a la municipalité d'Olon, bien sûr, qui gère à la fois Olon et Villars-sur-Olon. Au niveau des parties prenantes publiques, au niveau des parties prenantes privées fortes, on a l'école suisse de ski de Villars et le Télévélard Grillon, donc la société qui gère à la fois les téléskis pour Villars et pour Grillon. Et on a les écoles privées, mais également les représentants des ateliers. J'ai été coupée maintenant. Des ateliers, mais également des restaurateurs, etc. Donc on a des parties prenantes fortes et on se rend compte que chacune des parties prenantes a un peu des pieds partout. La commune est à la fois propriétaire en partie du centre des sports, des autres associations qui regroupent des parties prenantes privées, des parties prenantes associatives, comme la FEDCO, qui est la fédération un fonds pour l'équipement touristique communal, ou l'association d'aide au développement. On se rend compte que, par exemple, l'association d'aide au développement a 30% des parts du centre des sports. 70% autres sont détenus par la municipalité d'Olon. Donc on se rend bien compte déjà que chaque partie prenante a un petit peu les pieds partout et un certain pouvoir, à voir selon l'échelle, un peu partout. Et du coup, forcément, ça entraîne nombreux conflits, des parties prenantes qui ne parlent pas forcément entre elles, qui, étant donné qu'elles sont à elles seules importantes, organisent leurs propres événements sans prendre en compte l'avis ou d'utiliser aussi les autres parties prenantes pour promouvoir leur événement. Et du coup, on se rend compte qu'il y a une grosse offre sportive, mais avec peu d'activités estivales, peu d'activités d'intersaison, une fermeture et ouverture de la saison de ski déterminée par une société même, mais sans que les autres soient consultés. Donc, on s'était rendu compte, par exemple, comme exemple, que le 25 décembre 2013, il y avait eu, 2014, il y avait eu très peu de neige et toutes les infrastructures étaient fermées et personne ne le savait d'avance. Donc, comment est-ce qu'on fait avec les personnes qu'on a, les clients qu'on a des hôtels, de l'école suisse de ski, quand on ne sait pas si la patinoire est ouverte, si les domaines skiables sont ouverts, etc. Donc les infrastructures, il y a beaucoup d'infrastructures, toujours des problématiques de répartition, d'utilisation, pas mal d'événements, mais très hétéroclites. Et du coup, on se rend compte qu'il y a une politique dynamique, mais éclectique et peu coordonnée. C'est le mot coordonné qu'il faut retenir. Donc on a quand même beaucoup de peine dans ce genre de station, c'est d'avoir une gouvernance partenariale, mais dans ce cas-là, trop éclatée. On fait des petits partenariats un peu à gauche, à droite, et on se rend bien compte qu'on a de la peine à avoir quelque chose de coordonné au niveau de la gouvernance, au niveau global des parties, et avec l'ensemble des parties prenantes. On commence à avoir un petit peu des premiers partenariats stratégiques avec la Free Access Card, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, qui permet d'utiliser plusieurs infrastructures off sportives par les touristes qui viennent loger dans un hôtel. On a des partenariats institutionnels comme l'Office du tourisme, par événement, par projet pour les événements. On aimerait tendre, et ils aimeraient tendre vers des partenariats stratégiques pour combiner à la fois les politiques sportives et touristiques, mais ça nécessite une meilleure définition des politiques et aussi une commune avec un acteur fort qui comprend à la fois le haut et le bas, pour le cas de Villars,
qui puisse orienter un petit peu le développement touristique et sportif sur le long terme. Donc toujours avec une histoire d'acteurs forts qui permet la coordination et la coopération des autres acteurs. Donc les conditions de réussite sont à la fois justement la mise en place de partenariats stratégiques entre les parties prenantes et formalisation d'une stratégie à moyen et bien sûr à long terme, toujours avec l'idée de qu'est-ce qu'on va faire plus tard aussi quand il y aura peut-être moins ou peu de neige. Donc en conclusion, on s'interroge sur les conditions qui amènent à construire des partenariats stratégiques entre acteurs et aussi les conditions de pilotage de la gouvernance. Il faut à la fois renforcer la coordination entre les acteurs, mais aussi la confiance, et éviter ainsi les conflits de personnes qu'on observe souvent, encore trop souvent peut-être, dans les stations de montagne qui sont historiquement très familiales, et on observe souvent nombreux conflits de personnes, malheureusement, en ayant des acteurs extérieurs qui viennent, qui sont engagés dans les stations et pas forcément acceptés. Donc, dans perspective, c'est de pouvoir se dire, OK, au niveau de la gouvernance élargie, on parlait de la gouvernance au niveau cantonal, communal. Dans le cas de Villars, on peut aussi parler de la gouvernance au niveau Chablais, par exemple. Donc, on parlait d'une région un peu plus large, qui a des échelles territoriales, à une échelle territoriale un peu plus large. Donc, aussi, pour pouvoir coordonner l'offre, les investissements, parce que c'est toujours la même problématique. Où est-ce qu'on investit, comment et avec quoi, surtout, parce que c'est toujours... c'est pas pour le cas seulement de Villars, mais c'est pour le cas de plein de stations, c'est qu'ils n'ont jamais les moyens, ou rarement les moyens. Donc, comment est-ce qu'on arrive à ne pas avoir peut-être la même patinoire refaite la même année que la station qui est située à 20 km de la nôtre, et de faire une concurrence qui n'est pas forcément peut-être nécessaire. Donc voilà, merci de votre attention. J'ai été assez rapide sur les slides. Bon, ça va, hein, j'ai fait 15 minutes. Parfaitement tenu le temps. Donc, si la rapidité était peut-être mise pour des conclusions, on a le temps de prolonger cela par des questions. Alors, j'ouvre la discussion. Une question là-bas. Oui, je voulais vous demander, vous faites un constat en fait d'une situation d'acteurs assez éclatée, comme ça, avec manque de coordination, etc. Puis dans la présentation précédente, on a entendu qu'il y avait eu à un moment donné la stratégie carotte-bâton de la part du canton pour essayer d'inciter un peu les acteurs à se coordonner. Je voulais vous demander si dans ce cas, vous n'aviez pas justement vu les effets de cette stratégie. Alors, en fait, honnêtement, je pense que déjà, en discutant avec les personnes, ils ont de la peine à parler d'ailleurs de toutes les stratégies qu'il y a cantonales qui essayent un petit peu de pousser, etc. Dans le cas de Villars, il y a peut-être quelque chose qui ressort surtout par rapport à cette coopération entre acteurs, coordination entre acteurs. C'est, comme on a parlé avant, les JOJ, parce qu'ils en attendent beaucoup quand même. Les stations des Préalpes vaudoises comptent beaucoup là-dessus. Donc maintenant, on sait que c'est accepté, mais quand nous, on a fait les entretiens, on s'est rendu compte qu'ils attendaient un peu ça comme déclencheur, parce qu'ils avaient dit que du coup, les parties prenantes, à la fois au cœur de la station, mais entre les stations, vont pouvoir mieux coopérer et coordonner leurs actions, parce que sur l'excuse des JOJ. C'était un peu utopique à la base, parce que on ne savait encore pas forcément si les JOJ allaient être là ou non. Mais on espère que, du coup, parce que les JOJ, c'est quand même un niveau de financement qui est un peu plus haut, donc au niveau cantonal et fédéral. Donc on espère que ça donne un allant vers la bonne direction, en tout cas. Un commentaire de Johan Dupuis à ce sujet, justement. Je voudrais plutôt demander, est-ce qu'il y a quand même un événement majeur qui s'est passé récemment? Ça paraît qu'on a été accompli, mais on sait tous qu'à terme, Villars-Grillon va racheter Diableret. Et ça, c'était par exemple un pilier de la stratégie vaudoise, vision vaudoise 2020. Est-ce que ce genre de choses, vous n'avez pas été confronté comme votre terrain? Alors, dans le terrain, on n'a pas été confronté, parce que je pense que c'était encore largement je ne sais pas si c'était en discussion, certainement que c'était déjà en discussion, mais c'était un peu tabou, parce qu'au final, on n'en a absolument pas entendu parler. Même en ayant eu des contacts au Diableret, on n'en entendait pas parler. Donc c'est vrai, par rapport à ça, maintenant,
je sais pas s'ils vont dans la bonne direction ou non, mais par rapport à ce que tu as dit aussi avant, est-ce que le fait qu'ils rachètent, enfin, ils vont racheter de nouveau, ils vont redévelopper en fait le ski, et est-ce on retourne dans on continue à aller dans la direction du ski? Est-ce que c'est la bonne solution? Je sais pas. Mais en tout cas, Villars se cherche, il me semble encore toujours, même en ayant eu pas mal de conseils vis-à-vis des entretiens qu'on avait eus, on a toujours autant de trucs hétéroclites, en tout cas, qui se font avec peu de coopération. On verra. Une question, Antoine Guisan. Ouais. En fait, bon, je connais un petit peu Villars, donc j'y vais assez régulièrement. Et puis j'ai remarqué l'hiver passé que, peut-être déjà depuis plus qu'un hiver, mais en tout cas je l'ai en tout cas noté l'année passée, Villars met de plus en plus un peu le mot environnement comme ça dans sa communication sur son site web, etc. Puis sur les pistes, on voyait de temps en temps des panneaux qui parlaient de zones de calme, je crois, pour la faune et la flore. Et je me posais la question de la gouvernance. Qui, par exemple, avait décidé de ça et où, dans votre panorama de la gouvernance, avait été traitée cette question et, par exemple, s'il y avait eu des grosses oppositions ou s'il y avait été un gros débat. Et puis, comment ils font respecter ou pas ce genre de choses? Est-ce que c'est juste un alibi pour pouvoir dire que Alors, je sais pas, effectivement, c'est pas un enjeu dans lequel on a été chercher des informations, donc on n'a pas discuté avec eux. J'étais un peu au courant qu'ils avaient commencé à faire ça. Et ils commencent aussi, comme je dis avant, ils commencent à faire beaucoup de choses aussi. Ils suivent peut-être les bonnes tendances, hein, parce que l'environnement, que ce soit quand on parle de neigement artificiel, ils ont quand même un domaine skiable qui est largement assuré grâce à l'enneigement artificiel. Est-ce que avec l'enneigement artificiel, on ne fait pas une espèce d'alibi en disant bon, on fait un côté environnemental à côté, mais enfin, je suis pas spécialiste là-dedans, mais c'est toujours un peu contradictoire aussi, quoi. Mais c'est pas le cas seulement de Villars, je pense. C'est quand même le nombre de stations. Oui. Dernière question. Ajouter quelque chose. À mon avis, ces zones de protection de la nature viennent souvent d'en haut, donc plutôt des cantons, et puis on a de la peine à être accepté au niveau local. Si on demande l'opinion des skieurs, c'est généralement pas eux qui les décident. Je pense assez clairement, la réponse à la question, c'est ça vient quand même d'en haut, quoi. Bien, merci beaucoup pour cet après-midi et la très bonne cohérence finalement de ces 3 exposés de la session que j'ai eu le plaisir de diriger. Et maintenant, je laisse la parole à Isaline Fodeniken qui va nous donner quelques indications pour la pause et la suite.